Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, je parlais tantôt avec Éric Blais, qui est un expert en marketing. Il me parlait de ce discours que Ronald Reagan a tenu il y a quelques années de ça contre le protectionnisme, contre les douanes, la guerre tarifaire, etc. On voit l'extrait de ce discours-là. Ouais. Et en écoutant Ronald Reagan qui disait aux Américains là, de se préserver, là, de se protéger des démagogues qui veulent enfermer les États-Unis, couper les liens avec les autres pays en achetant le drapeau américain, que ces gens-là étaient dangereux. Écoute, ça montre à quel point le Parti républicain a changé. Vraiment. Oui, et changé encore beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est ce qui est intéressant avec ce que fait Donald Trump. Je dis pas intéressant au sens où on le suit, on se range derrière lui. Intéressant, c'est qu'il essaie de remettre au goût du jour quelque chose qui a montré des limites évidentes dans l'histoire. Quand on a référé à la question des tarifs douaniers, on le fait au 19e siècle, à une époque où il n'y avait pas de façon évidente d'engranger des revenus pour l'État. C'était une façon d'aller chercher de l'argent. Quand on le fait dans les années 30 et on le fait républicains et démocrates ont joué dans ce scénario-là, les tarifs douaniers, on peut, je pense, argumenter que ça a créé encore une crise plus importante que ce qu'elle aurait été si on n'avait pas fermé justement les frontières au sens tarifs douaniers. Et voilà que en 2025, Donald Trump nous revient avec quelque chose qui a montré ses limites, qui n'est pas adapté à la réalité du 21e siècle, mais qui l'utilise d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il y a deux angles. Hein. On peut penser que Donald Trump va aller chercher des tarifs douaniers et qu'il pourrait très bien se servir de ces nouvelles entrées pour payer, par exemple, ses réductions d'impôts. C'est à très court terme. Il y a un gros prix pour le pays, un grand prix pour certains Américains. Mais à la limite, dans cette logique un peu limitée puis un peu bête, on peut dire, ouais, il va chercher l'argent, puis c'est avec ça. On pourra pas lui reprocher d'avoir engraissé le déficit. Cet argent-là vient des tarifs. Il y a ce volet-là. Mais de l'autre côté, et là on le voit bien avec le Mexique, et on le voit très bien avec M. Trudeau, on a eu relativement peu de détails de leur discussion, mais on voit que finalement, il se sert de ça pour un oui ou pour un non. Il y a trop de fentanyl, vous allez avoir des tarifs. Oui. Vous envoyez pas de soldats, il va avoir des tarifs. Donc, cette arme-là, il ne l'utilise plus comme on le faisait auparavant. Il tente d'ajouter ça comme, c'est sa massue. C'est la nouvelle version de Theodore Roosevelt et de la Big Stick Policy. Lui disait parler doucement et porter un gros bâton. Donald Trump, c'est je crie et je porte des gros tarifs. Donc, mais nouvelle version donc de vieux dicton remis au goût du jour. Écoute, et même le Wall Street Journal, on s'entend qu'il n'est pas un journal à gauche, là, dit que c'est la guerre tarifaire, la guerre économique la plus stupide de l'histoire. Donc, écoute, c'est pas un génie économique, là, de Donald Trump, là. C'est qu'on ne voit pas, c'est toujours ce qui est difficile avec Donald Trump, qui on le sait, aime gérer dans le chaos. Grosso modo, c'est j'étourdis tout le monde, puis moi, je suis habitué de fonctionner comme ça, je vais être capable d'aller grappiller ce que je veux et considérer comme une victoire. C'est souvent sa stratégie, c'est souvent ce qu'il a appliqué en affaires, mais là, ils sont plusieurs, incluant, j'entendais Emmanuel parler de Fox News tout à l'heure, écoute, même dans les cercles conservateurs ou ceux qu'on appelle les MAGA, les partisans de Trump, on n'a pas ce qu'on appelle en anglais la end game. C'est quoi l'objectif ultime, où on veut se rendre avec ça. Là, maintenant, aujourd'hui, avec ce qu'on a appris sur le Mexique, puis avec ce qui va peut-être arriver pour le Canada, là, on semble dire qu'à court terme, il veut juste des concessions. Donc, il a dit, par exemple, Mme Sheinbaum au Mexique a dit, il y aura 10 000 militaires de plus à la frontière. Ça fait partie de l'entente. Puis M. Trump dit, regardez, j'ai été capable de changer ça. Est-ce que c'est vraiment un gain significatif? C'est présenté comme tel, en tout cas, par le président américain, et ça leur vaut 1 mois de délai. Il va exiger quoi dans 1 mois maintenant, Donald Trump? C'est un peu le piège dans lequel on est actuellement. Je sais pas ce que M. Trudeau a offert, ce qu'il a mis sur la table, les arguments que ses conseillers et lui ont fait valoir au président américain. Mais en tout cas, ça n'a pas été automatique. Hein? Puis M. Trudeau et au gouvernement, on semblait pas très positifs sur une issue plus favorable d'ici à minuit.
Mais il nous donne en tout cas là, l'impression qu'il veut des petits gains. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose de plus gros que ça, puis on ne le voit pas poindre encore, ce morceau plus gros. Écoute, je me fais l'avocat du diable, OK? Ça fait Ouais. des années que les Américains demandent au Mexique et au Canada de consolider leurs frontières. Ils l'ont demandé poliment, on ne l'a pas fait. Et là, ça prenait quelqu'un comme Donald Trump avec des grosses menaces pour que soudainement on se réveille et qu'on envoie des hommes à la frontière. Donc, finalement, tu sais, je reviens avec cette fameuse phrase de Michel Audiard, mais une brute va plus loin que deux intellectuels assis, là, tu sais. Ça le démontre. Écoute, ça se défend. En tout cas, c'est l'occasion de faire un débat autour de ça. Moi, ce que je dis, c'est est-ce qu'il n'y va que de gains symboliques ou il attaque le problème à la source? C'est un problème très complexe, le problème de l'immigration. Ce qui est étonnant dans un premier temps, dans ce cas-ci, c'est que les deux intellectuels, c'est le Mexique et le Canada, ils sont pas dans la même situation. Qu'on ait eu un problème d'immigrants illégaux à notre frontière, quand on regarde le problème de l'immigration illégale du côté américain, c'est pas insignifiant, mais écoute, c'est marginal ce qu'on représente comme problème pour les États-Unis et la quantité de fentanyl qui entre aux États-Unis par notre côté de la frontière. Écoute, c'est infime. C'est pas des arguments qui tiennent la route pour dire on jette à terre un système qui fonctionne bien et qui est déjà à l'avantage des Américains. Donc, il y a quelque part là-dedans, moi, je pense, une valeur symbolique qui plaît à Donald Trump. Et quand je parle de perspectives plus larges ou d'essayer de voir au-delà de ces petits gains arrachés ici et là, ou de ce qu'on va, en très mauvais français, spinner, ou présenter comme étant un gain, est-ce que Donald Trump se sert pas de nous, puis du Mexique en même temps, pour lancer un message plus fort au reste de la planète? Grosso modo, si je suis capable de faire ça à des pays amis, et si je suis capable de faire ça à des partenaires économiques avec qui on s'entend bien, imaginez ce que je vais faire aux autres. Dans notre cas, ce qui double la problématique, c'est à quel point notre relation avec les États-Unis, on est bien conscient que c'est économique, c'est des chiffres, c'est froid, puis parfois la réalité est dure. Mais c'est qu'on est tellement proche des États-Unis que ça s'ajoute d'une émotion aussi. J'ai toujours dit, je vais aux États-Unis, j'y vais souvent. Je suis pas très loin de chez nous quand je suis aux États-Unis. Je me sens un petit peu chez nous. Jamais assez pour dire que je suis un Américain. Mais là, on se rend compte que cette espèce de complicité qui va bien au-delà des liens économiques, on y est confronté, puis l'attaque est brutale. Le 25%, écoute, on n'a pas vu ça. Écoute, Renk, là, tu parlais de fentanyl, mais tu sais, il dit qu'il y a un problème de drogue et le problème, c'est le Mexique et le Canada. Non, le problème, c'est qu'il y a une telle demande aux États-Unis pour de la drogue. C'est ça le problème. Comment ça se fait que c'est le peuple qui se dope le plus sur la planète? Et c'est pour ça qu'il y a des narcotrafiquants, entre autres au Mexique, qui font autant d'argent. Parce que ce sont les Américains qui achètent leur coke et leur... C'est ce que la présidente mexicaine a répondu. À un moment donné, elle a décidé, la présidente, de lui répondre sur le ton qu'il utilise, puis avec des arguments aussi durs ou aussi forts. Puis grosso modo, elle a répondu exactement ce que tu viens de dire. Monsieur Trump, la drogue, là, nous, ici, on n'en consomme pas. Si ça passe à la frontière, c'est parce que ça s'en va chez vous. Ce sont vos consommateurs. Donc, à la limite, au moins, c'est négocions ou parlons-nous du sujet, d'un sujet encore là qui est complexe. La réponse de Trump, c'est toujours une réponse simpliste à quelque chose de très complexe. La frontière, on le sait. Est-ce qu'on peut être plus dur? Je pense que oui. Joe Biden, assez étonnamment, c'est un démocrate, il a été très dur à la fin à la frontière. Les progressistes de son propre parti le critiquaient. Mais Joe Biden n'est pas allé jusqu'à présenter ça comme étant quelque chose d'aussi simpliste que si le Mexique envoie 10 000 soldats de plus, on vient de gagner ou on vient de progresser. Écoute, je peux me tromper. Ces 10 000 militaires-là de plus ne vont pas régler le problème d'immigration illégale et de drogue qui passe à la frontière. Donc, le problème est beaucoup plus profond et complexe que ça. Ben, c'est ça. Mais pour Donald Trump, toute solution à un problème complexe doit tenir à une phrase que tu peux imprimer sur une casquette. C'est à peu près ça. Merci. Il y a un peu de ça. Merci, Luc. Salut. Bonne fin de journée. Bye.